chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent Géniaux. Aujourd'hui, je vous amène dans les souterrains de la ville où se trouvent des réseaux de conduite de toutes sortes, des réservoirs et sûrement quelques animaux aussi. Nous allons parcourir le trajet d'une goutte d'eau sous une ville, de sa source jusqu'à son retour dans un cours d'eau, en passant par les usines de traitement et les résidences. Donc, pour l'exercice, on se situe dans la ville de Québec, où l'équipe de Géniaux est majoritairement basée. Notre voyage débute dans le fleuve Saint-Laurent, qui est la source d'eau potable pour près de la moitié de la population québécoise et pour 21% de la population de la ville de Québec. La goutte d'eau du fleuve est aspirée dans la prise d'eau située dans le fleuve et passe par une grille grossière. Cette grille retient les grosses particules ou les gros morceaux qui se trouvent dans l'eau pour éviter qu'ils se rendent dans la conduite d'abduction, qui est celle qui transporte l'eau brute. J'ai mentionné que le fleuve Saint-Laurent permet d'alimenter 21% de la population de la ville. Le reste de la population est alimentée avec 3 autres sources d'eau qui sont à Québec aussi. Donc, on a le lac Saint-Charles, le lac des Roches et la rivière Montmorency. Donc, revenons à la goutte d'eau dans la prise d'eau. L'eau est pompée dans la conduite d'abduction jusqu'à l'usine de traitement de Sainte-Foy. Ceux qui sont familiers avec le paysage de Québec savent qu'il y a de nombreuses pentes, dont une pente assez forte qui part du fleuve pour aller vers Sainte-Foy. La différence d'élévation entre le fleuve et l'usine de Sainte-Foy, c'est environ 70 mètres. Et 70 mètres, c'est la hauteur d'un immeuble résidentiel de 23 à 25 étages. Donc, l'eau a toute une pente à monter. Après avoir été pompée, l'eau arrive dans l'usine et passe par toute la chaîne de traitement afin de la rendre potable. L'eau de l'usine de Sainte-Foy est alors prête à être distribuée. Toute l'eau n'est pas envoyée tout de suite dans les réseaux de distribution. Une partie de l'eau traitée est stockée à l'usine et sert de réserve. Cette réserve permet de pallier à la demande en eau plus ou moins élevée pendant la journée, comme les pics le matin et le soir, puis la demande plus faible pendant la nuit. Une partie de l'eau reste dans le réservoir à l'usine et une autre partie part vers l'ouest de la ville, dans les quartiers de Cap-Rouge, Saint-Augustin et Sainte-Foy, qui sont ceux qui sont desservis par l'usine de Sainte-Foy. Nous sommes maintenant rendus sous la terre, à au moins 2 mètres sous la surface, là où sont installées les conduites pour éviter le gel. La taille des conduites varie d'un diamètre de 25 mm à 2700 mm. Les plus petits diamètres sont souvent utilisés près ou à l'intérieur des résidences et les plus grosses sont utilisées sur le réseau plus près de l'usine. L'eau potable acheminée dans les conduites est sous pression. Donc, à moins d'une grande différence d'élévation, où l'usine serait surélevée par rapport au quartier desservi, l'eau potable ne se déplace pas par gravité dans les conduites. Selon l'élévation de la station de traitement, l'eau passe par des paliers de pression qui permettent de réguler la pression. Ces paliers de pression peuvent être soit des postes de surpression si l'eau doit monter une pente, ou des vannes de réduction de pression si l'eau descend vers une élévation moins élevée. L'eau passe donc par des kilomètres de conduite, des paliers de pression et des réservoirs pour se diriger de l'usine vers les résidences. Un fait intéressant, c'est qu'il y a 2800 km de conduite d'eau potable à Québec et c'est 11,2 fois la distance Montréal-Québec en prenant l'autoroute 20. Notre goutte d'eau a déjà parcouru beaucoup de chemins. Du fleuve à l'usine de traitement, l'eau est maintenant rendue dans une maison de Sainte-Foy où elle est utilisée pour laver la vaisselle. L'eau potable devient, juste comme ça, en sortant du robinet, de l'eau usée qui va retourner dans le drain de l'évier et dans les conduites. L'eau usée, de retour dans les conduites, se dirige vers l'une des 2 usines de traitement des eaux usées de la ville de Québec. Notre goutte d'eau, qui était dans le quartier Sainte-Foy, passe dans les conduites par gravité cette fois-ci et par des postes de pompage, si c'est nécessaire, pour se rendre à l'usine ouest. L'usine ouest à Québec traite environ 40% des eaux usées de la ville. L'eau usée, contrairement à l'eau potable, s'écoule dans des conduites de plus en plus grosses en s'éloignant des résidences. La taille des conduites augmente selon la capacité nécessaire pour atteindre une conduite qui est appelée l'intercepteur. L'intercepteur, c'est la dernière conduite du réseau qui achemine toute l'eau usée collectée à l'usine. Puisque l'eau usée est transportée majoritairement par gravité, les intercepteurs peuvent se retrouver enfouis assez profondément sous terre pour permettre une pente suffisante sur tout le réseau. Un autre fait intéressant, c'est qu'il y a 3020 km de réseau de conduite d'égout à Québec. C'est 220 km de plus que les conduites d'eau potable. Ensuite, la goutte d'eau qui est prélevée dans le fleuve arrive à la fin de son voyage. Après avoir passé par l'usine de traitement pour servir d'eau potable, elle est retournée dans les égouts et s'est rendue à l'usine de traitement des eaux de Sainte-Foy pour être rejetée dans le fleuve. La goutte d'eau va être réutilisée pour une de ses nombreuses fonctions écologiques ou peut-être comme eau potable, mais jusqu'à la pointe de l'île d'Orléans, parce qu'après ce point-là,
l'eau dans le fleuve devient saumâtre, puis elle peut plus être utilisée comme source d'eau potable. Merci Anna pour le trajet. Qu'est-ce qui se passe s'il pleut, par exemple, de notre goutte d'eau, là? Par exemple, si elle sort du robinet, puis soit je l'utilise pour peu importe ce que ce soit, après ça, elle se trouve dans le réseau d'égout, et si en même temps il pleut, qu'est-ce qui se passe avec mon trajet de l'eau? Ça dépend des conduites sous le sol, mais si c'est des conduites unitaires, donc qui transportent de l'eau pluviale et de l'eau usée, c'est souvent des conduites unitaires dans les plus vieilles parties des villes. Ben là, l'eau pluviale va se mélanger à l'eau usée, puis va s'en aller jusqu'à l'usine de traitement des eaux usées pour être traitée. Si c'est des conduites seulement pluviales, ben c'est un réseau de conduites séparées. L'eau va se rendre dans les conduites. Des fois, il y a un petit traitement, puis elle va être rejetée dans la nature directement. Il faut aussi ajouter que s'il pleut beaucoup trop dans le réseau unitaire, l'usine n'est pas capable de tout prendre cette eau-là, donc il y a une partie de l'eau qui va diverger vers le récepteur, le fleuve Saint-Laurent dans ce cas-ci. Donc, c'est possible que votre goutte d'eau de la maison, elle soit pas traitée et finisse dans le fleuve sans traitement. Sur le site de la Ville de Québec, quand j'ai cherché mes chiffres et tout ça, j'ai trouvé que la Ville fait une gestion dynamique. Donc, ça, avec des réservoirs, ils peuvent contrôler les débits pour justement éviter les déversements. C'est sûr que des fois, s'il pleut beaucoup trop, j'imagine qu'il n'y a rien à faire, mais la plupart du temps, ils sont capables d'éviter les déversements en se contrôlant puis en gardant l'eau dans des réservoirs. Donc, je voulais terminer l'épisode avec un petit quiz qui permet d'apprécier la quantité d'eau qui est transportée dans les conduites. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de la conduite qui a éclaté à Montréal cet été, proche du pont Jacques-Cartier. Donc, est-ce que vous vous souvenez du diamètre de la conduite et ou de combien de tours ça a pris pour fermer les vannes? Aucune idée, mais c'était clairement une grosse conduite, là. Ça a fait genre un geyser, là. Ouais. Il y a de la J'ai vu un reportage là-dessus pour les assurances en lien avec ça, puis faut dire au public que il faut fermer ça lentement, les vannes comme ça, pour éviter des dommages aux infrastructures. Puis ils l'ont dit, le chiffre, je m'en rappelle plus, mais c'était beaucoup, là. Je vais te dire 400 tours. Diamètre? Non, ben, je sais pas, je vais y aller pour 1 mètre. Bon, ben la conduite avait un diamètre de 84 pouces. C'est 2 mètres, 13, 2133 mm. Puis ça a pris, selon les nouvelles, 800 tours pour fermer la vanne. Ouh. Il me semble que c'était plus qu'une heure pour arrêter le geyser. Merci d'avoir écouté l'épisode et à demain pour une nouvelle découverte sur l'eau.